c'est tout simplement une lettre adressée par les jeunes à toute cette classe politique, toute tendance confondue, que cette jeunesse en a ras-le-bol. Elle n'a plus confiance dans le scrutin ou dans les élections qu'ils vont organiser. Cette classe politique a tout organisé au niveau des textes, au niveau de la loi électorale, au niveau de l'instance qui sera chargée de contrôler ou d'organiser les différentes opérations électorales. Mais ils ont oublié l'élément principal qui est l'électeur. Lorsqu'ils lui ont demandé de venir s'inscrire sur les listes électorales, il a dit non, tout simplement non, je n'accepterai pas être un ensemble d'électeurs qui n'a pas de poids. Je ne suis pas un bétail d'électeurs, je ne peux pas l'accepter. Et je crois que c'est le principal message adressé par les jeunes Tunisiens à cette classe politique. Aujourd'hui, on parle de centaines de milliers qui se sont inscrits après une grande campagne de sensibilisation. Mais vont-ils voter? À la rue, on se demande pour qui on va voter, donc je ne voterai pas. C'est ce désarroi, ce manque de confiance qui est à l'origine du refus de s'inscrire sur les listes électorales. Tout d'abord, les causes, c'est parce que ça remonte à 2011, à un certain nombre de choix politiques et juridiques concernant surtout le mode qui a été choisi pour les élections de l'Assemblée nationale constituante, le mode de scrutin, le mode de scrutin de liste, etc., qui a favorisé les grandes formations politiques, même si on a introduit la représentation proportionnelle. Donc, c'est d'ailleurs, je parlais depuis 2011 de ce problème, parce que le scrutin de liste qui a été considéré en France depuis le 19e siècle par Lamartine comme le scrutin des intrigues, comme le peuple ne se reconnaît pas dans le miroir parce que le miroir est cassé en quelque sorte. Ensuite, il y a cette grande conspiration contre la volonté du peuple. Le député ainsi élu ne se sent pas responsable devant les électeurs. Ils se sont responsables seulement devant l'instance centrale du parti qu'il a présenté ou qui a présenté sa candidature. D'ailleurs, ce qu'on appelle le tourisme politique, un certain nombre de membres de la Constituante à plusieurs reprises changé de parti politique, comme si l'électeur n'est pas concerné, parce qu'il ne détient pas sa place des élections, mais plutôt de la candidature. On refait les mêmes choix, on aura le même paysage politique. Ils diront pourquoi les gens boudent les élections, qu'ils cherchent dans leur choix, qu'ils cherchent également dans leur politique, dans leurs attitudes, dans leur position, dans leur exercice du pouvoir. Dominer peut-être non, mais quelle sera la légitimité du pouvoir politique prochain issu d'élections où le taux d'abstention sera certainement très élevé? Peut-être que le taux d'abstention ne sera élevé que lors du deuxième tour des élections présidentielles, probablement. Mais pour les élections législatives, le premier tour, la majorité boudera ces élections. Favorisé peut-être entre eux, tout est relatif. Tel parti est favorisé par rapport à l'autre. Mais est-ce qu'il est réellement représentatif? C'est ça l'essentiel. Est-ce qu'il est porteur d'un projet? C'est ça l'essentiel. Est-ce qu'on a fait tout cela, tout ce trajet pour repartir à zéro? C'est ça la véritable question. Est-ce qu'on a fait une nouvelle constitution, mais avec une pensée politique classique qui n'a rien fait, ou n'a pas apporté les innovations nécessaires, n'a pas été à la hauteur des revendications des jeunes tunisiens? On ne fait pas une nouvelle constitution avec une pensée politique dans un état comateux.
Ceux qui sont dans le coma politique ne peuvent pas faire une nouvelle constitution. Donc, pour dire qui sera favorisé, je crois que peut-être qu'un certain nombre seront favorisés, mais dans tous les cas, le grand perdant et celui qui sera défavorisé, c'est le peuple tunisien et essentiellement sa jeunesse. C'est un génocide qui se répète, qu'il se rappelle 2008, bien sûr les attaques de temps à autre. C'est un génocide contre le peuple palestinien. N'oublions pas qu'il y a un peuple palestinien, il n'y a pas seulement que Gaza. Et d'ailleurs, c'est très malheureux de voir les gens parler de Gaza et non pas de la Palestine, toute la Palestine, et non pas de la bande de Gaza seulement. Mais la principale question que je me pose, quelle différence y a-t-il entre les positions officielles des pays arabes actuellement, après ce qu'on a appelé le printemps arabe, et les positions de 2008, il y a 6 ans? Pratiquement rien n'a changé, pratiquement les mêmes positions, de l'assistance humanitaire comme s'il s'agit d'une simple assistance, qu'ils voient les positions d'un certain nombre de pays de l'Amérique latine, comme de l'Amérique centrale, d'un certain nombre de pays, leurs attitudes est plus respectueuse, leurs attitudes est plus proche des peuples arabes que les positions des régimes arabes censés représenter les peuples qui gouvernent. Pas la Tunisie seulement, pas la Tunisie seulement avec ses moyens limités, mais il n'y a pas que la Tunisie, il y a plusieurs pays arabes, 22 pays arabes. Il y a une action diplomatique à faire au niveau de l'ONU, de la Ligue des États arabes, du Congrès islamique, de l'Union africaine, dans les rapports avec... Pourquoi même la Tunisie, avec ses moyens très limités, ses positions dans les années 60 étaient plus courageuses que ses positions actuelles. La Tunisie, même avec les moyens militaires limités, était plus respectueuse du peuple tunisien. Je parle au moins des premières réactions de la Tunisie après l'indépendance. Aujourd'hui, même, on n'arrive pas même à ce niveau de réaction qu'avaient connu les pays arabes, nécessairement par les pays arabes. Mais qu'est-ce que ces pays, même un certain nombre de pays arabes ne dénoncent pas le génocide, ils dénoncent tout simplement la violence. Cela veut tout dire et cela se passe de tout commentaire.